Restez un instant et écoutez-moi. Le comte Hippolyte, de retour de ses longs voyages, venait d'entrer en possession des riches domaines qui lui appartenaient par la mort de son père. Son château primordial était situé dans une campagne riante et fertile, et les revenus de ses propriétés pouvaient suffire aux embellissements les plus coûteux. Le jeune comte voulut revoir près de lui ce qu'il avait admiré dans ses voyages, mais surtout l'élégance, le goût et le luxe des jardins anglais. Des ouvriers et d'habiles artistes furent appelés dans son château. On commença les constructions. On jeta le plan d'un parc immense, et du plus beau style. L'église même, le cimetière et le presbytère du village se trouvèrent englobés dans la forêt artificielle. Le comte possédait assez de connaissances pour diriger lui-même les travaux. Il se livra tout entier à ses occupations favorites et passa toute une année de la sorte, sans être tenté de suivre le conseil d'un vieil oncle, d'aller faire briller son mérite et ses richesses aux yeux des jeunes demoiselles de la résidence et de choisir pour son épouse la plus belle, la plus vertueuse et la plus noble. Un matin, assis à son bureau, il traçait le plan d'un nouveau bâtiment, lorsqu'une vieille baronne, parente éloignée de son père, se fit annoncer. Au nom de la baronne, Hippolyte se rappela que son père avait souvent parlé de cette femme avec une profonde indignation, avec une espèce d'horreur. Il conseillait même à ceux qui voulaient entrer en relation avec elle de fuir un être si dangereux, mais sans jamais citer aucun fait qui justifiât ses paroles. Il est certaines choses qu'il vaut mieux faire que dire, répondait-il à ceux qui lui faisaient de nouvelles questions. Ce qu'il y a de certain, c'est que dans la résidence il courait certains bruits sourds et mystérieux sur un procès criminel très grave et très singulier, où la baronne avait été impliquée. Elle avait été forcée de quitter son mari, de s'exiler de sa ville natale, et la clémence du prince avait seule étouffé cette affaire. Hippolyte éprouva donc une répugnance à revoir une personne pour qui son père avait toujours témoigné tant d'horreur, quoique d'ailleurs il ne connût pas la cause de cette aversion. Mais les droits de l'hospitalité qu'on respecte surtout à la campagne lui faisaient une loi de recevoir honnêtement cette visite importune. La baronne fut donc introduite. Elle n'était pas laide, quoique âgée, et cependant jamais aucune femme n'avait eu pour le jeune comte un aspect aussi désagréable, aussi repoussant. En l'abordant, elle attacha sur lui un regard vif et pénétrant, puis baissa les yeux, et s'excusa, presque avec humilité, d'une visite aussi brusque. Le père du comte, dit-elle d'une voix plaintive, dominé par les préjugés les plus bizarres, par les insinuations perfides de ses ennemis, l'avait détesté jusqu'à son dernier jour. Réduite à la dernière pauvreté, à la plus honteuse indignance, elle n'avait jamais reçu de lui le moindre secours. Enfin, se trouvant tout à coup, contre son attente, en possession d'une petite somme, elle avait pu quitter sa résidence pour se rendre dans une petite ville éloignée. Et dans ce voyage, elle n'avait pu résister au désir de voir le fils d'un homme qu'elle avait toujours hautement estimé, malgré sa haine implacable et ses préventions injustes. La baronne donnait à ses paroles l'accent persuasif de la vérité, et le comte se sentait d'autant plus ému que ses regards s'étaient détournés du visage ridé de sa vieille parente pour s'attacher sur celui de l'aimable et jolie personne qui l'accompagnait. La baronne avait fini de parler. Le comte ne s'en apercevait pas et demeurait muet. « Pardonnez mon embarras, reprit-elle, si je ne vous ai pas d'abord présenté ma fille Aurélie. » Alors seulement le comte recouvra l'usage de la parole. Il rougit. Il balbutia d'abord avec la timidité d'un jeune homme amoureux. Il supplia la baronne de lui permettre de réparer les erreurs et les torts de son père, et d'accepter pour le moment un logement dans son château. Dans la chaleur de ses protestations, il saisit la main de la baronne. Mais, tout à coup, la parole et la respiration lui manquèrent. Un frisson glacé circula dans ses veines. Il sentit sa main serrée convulsivement par des doigts morts et froids, et cette grande figure pâle et décharnée, dont les yeux éteints le fixaient sans le voir, lui semblait le visage d'un cadavre, plus hideux encore sous de beaux vêtements.
Oh, mon Dieu, quel malheur, quel embarras dans un pareil moment, s'écria Aurélie d'une voix douce et plaintive qui allait au cœur. Ma pauvre mère, dit-elle, est sujette à des attaques de nerfs. Mais le mal passe aussitôt, et sans qu'on ait besoin d'employer aucun remède. Le comte fit un effort pour dégager sa main de celle de la baronne, et sentit de nouveau la chaleur de la vie et de l'amour, en prenant la main d'Aurélie pour la porter à ses lèvres. Presque dans la maturité de l'âge, le comte sentait pour la première fois le pouvoir de l'amour. Aussi lui fut-il moins possible de cacher ses sentiments. Et la candeur, l'amabilité d'Aurélie, enflammèrent dans son cœur les plus douces espérances. Au bout de quelques minutes, la baronne reprit connaissance, et, comme si déjà elle eût oublié son attaque de nerfs, elle assura que son jeune parent lui faisait le plus grand honneur en l'invitant de séjourner au château, et qu'elle voulait oublier, dès ce jour, tous les torts de son père. Ainsi le comte Hippolyte avait tout à coup peuplé sa solitude. Il bénissait la Providence, qui semblait amener dans ses bras la seule femme qu'il pût aimer sur la terre, une épouse tendrement adorée qui devait embellir son existence. La vieille baronne tenait une conduite toujours égale, grave, silencieuse et concentrée. Elle se montrait parfois bonne et sensible, et son cœur s'ouvrait sans peine à la joie innocente et pure des deux amants. Le comte s'habituait enfin à cette figure pâle et cadavéreuse, décharnée comme celle d'un spectre. Il attribuait cette affreuse maigreur à sa maladie, à ses dévotions sombres et mystiques. Il avait appris par ses gens que souvent la comtesse traversait le parc pendant la nuit et se dirigeait vers le cimetière. Il rougissait d'avoir pu d'abord s'asservir aux préjugés de son père. En vain son vieil oncle pressait de vaincre le sentiment qui l'avait subjugué, de renoncer à une alliance qui, tôt ou tard, le conduirait infailliblement à sa perte. Toutes ces remontrances étaient inutiles. Le comte avait la douce certitude d'être aimé. Il demanda la main d'Aurélie. Et la baronne accueillit avec joie cette proposition qui la faisait remonter de sa profonde misère à son ancienne opulence. On ne vit plus dès lors sur le visage d'Aurélie cette pâleur, cette altération, signe trop visible d'une douleur insurmontable. La joie de l'amour brillait dans ses yeux et colorait ses joues d'un vif incarnate. Le matin du jour fixé pour le mariage, un affreux malheur vint tromper les espérances du comte Hippolyte. On avait trouvé la baronne étendue sans mouvement dans le parc, près du cimetière et couchée sur la figure. On la rapportait au château au moment même où le comte venait de s'éveiller avec la délicieuse certitude d'un bonheur si prochain. Le comte Hippolyte crut d'abord que c'était comme de coutume une attaque de nerfs. Elle était morte. La douleur d'Aurélie fut muette et calme, comme si le coup qui venait de frapper sa mère eût paralysé tous ses membres. Le comte n'osait lui rappeler avec les ménagements les plus délicats que désormais elle était orpheline, et qu'il fallait malgré la mort de sa mère hâter le jour du mariage, et sacrifier les convenances, pour se conformer aux convenances mêmes. Aurélie se jeta dans les bras d'Hippolyte, en versant un torrent de larmes, et s'écria d'une voix déchirante. « Oui, oui, pour l'amour du ciel, pour mon bonheur, oui. » Le comte attribua ces expressions à la douleur de la pauvre orpheline, à la crainte qu'elle avait de se voir obligée de quitter le château, où désormais la bienséance lui défendait de rester. Dès le lendemain, il fit venir près d'elle une femme âgée et respectable. Quelques semaines après, le mariage d'Hippolyte et d'Aurélie fut célébré au château. Cette fois, nul accident ne vint troubler cette heureuse alliance. Mais jusqu'à ce jour, les souffrances et l'irritation secrète d'Aurélie ne s'étaient point apaisées. Souvent, au milieu des plus doux propos d'amour, elle se levait tout à coup, pâle, éperdue, les yeux baignés de larmes, se jetait dans les bras du comte, comme pour s'attacher à lui et se défendre d'une puissance invisible qui voulait l'entraîner à sa perte. « Non, jamais, jamais !» s'écriait-elle. Le comte devait naturellement soupçonner quelque fatal mystère. Mais tant que les souffrances d'Aurélie avaient duré, tant qu'elle-même avait gardé le silence, il avait eu la discrétion de ne point l'interroger. Aujourd'hui qu'elle était son épouse et qu'elle semblait plus calme,
il osa lui demander avec douceur la cause d'une tristesse si singulière. Aurélie déclara qu'elle serait heureuse d'ouvrir son cœur tout entier à l'époux qu'elle adorait. Quelle fut la surprise du comte en apprenant que l'affreuse conduite de la baronne avait seule amassé sur sa fille tant de chagrin et de malheur. « Quoi de plus horrible, dit Aurélie, que d'être forcé de maudire et de détester sa mère. Ainsi le père et l'oncle d'Hippolyte ne s'étaient pas trompés. C'est à lui seul qu'en avait imposé l'hypocrisie de la baronne. Sa mort était un bonheur pour sa fille et pour son gendre. À la mort de ma mère, reprit Aurélie, je me sentis saisi de je ne sais quel pressentiment sinistre, d'une inquiétude horrible et que je ne pouvais surmonter. Je craignais que la morte ne se levât du tombeau et ne vînt m'arracher les bras de mon époux pour m'entraîner avec elle dans l'abîme. Je n'ai conservé qu'un souvenir de mes premières années, mais je me rappelle qu'un matin j'entendis dans la maison, en me réveillant, un vacarme épouvantable. L'on fermait et l'on ouvrait les portes. Des voix inconnues criaient tout à la fois. Enfin, le silence rétabli, une bonne vint me prendre dans ses bras et me porta dans une grande chambre où je vis beaucoup d'hommes. Au milieu, sur une grande table, était étendu l'homme qui jouait souvent avec moi, qui me donnait des bonbons et que j'appelais papa. J'étendis mes petites mains vers lui. Je voulais l'embrasser. Ses lèvres, autrefois si chaudes, étaient froides, et je me mis à pleurer sans savoir pourquoi. La bonne me mena dans une autre maison où je restai longtemps. Un jour, une femme vint me chercher en voiture. C'était ma mère qui me conduisait avec elle dans la résidence. Je pouvais avoir environ 16 ans, quand je vis paraître chez la baronne un homme qu'elle traitait avec douceur et familiarité, comme un vieil ami. Ses visites devenaient toujours plus fréquentes, et bientôt le train de la maison changea visiblement. Auparavant, ma mère se logeait dans une chétive mansarde. Ses vêtements, comme sa nourriture, annonçaient la pauvreté. Mais tout à coup elle loua un bel appartement dans les plus beaux quartiers de la ville. Elle acheta de belles robes. Elle fit bonne chère avec l'étranger qui dînait toujours à sa table et prit part à tous les plaisirs de la résidence. Ce changement de position, que ma mère devait évidemment à l'étranger, n'eut sur ma destinée aucune influence. Enfermé dans ma chambre pendant que ma mère courait les plaisirs avec l'inconnu, je vivais toujours aussi misérablement. Cet homme, quoique âgé de 40 ans, paraissait encore frais et jeune. Sa taille était haute, ses traits d'une beauté mâle et noble. Et pourtant il me déplaisait, car souvent sous l'élégance affectée de ses manières, il avait je ne sais quoi de gauche et de trivial. Il commença à me regarder d'un air qui me fit frémir d'horreur, et qui m'inspira pour sa personne une aversion que je ne pouvais m'expliquer. Jamais, jusqu'alors, la baronne n'avait daigné me dire un mot au sujet de l'étranger. Maintenant elle me le nommait souvent, en ajoutant que c'était un homme fort riche, un parent éloigné. Elle vantait sa figure, ses qualités, et me demandait s'il me plaisait. Je ne lui cachai point l'aversion qui m'inspirait. La baronne me lança un regard qui me fit trembler et me traita de sotte et d'impertinente. Mais bientôt elle devint avec moi beaucoup plus aimable qu'auparavant. J'avais de belles parures, je suivais la mode, et l'on me laissait prendre ma part des plaisirs publics. L'étranger cherchait à me plaire, mais tous ses efforts le rendirent encore plus misérable à mes yeux. Un affreux hasard alarma aussitôt ma naïve innocence et me dévoila l'horrible dépravation de ma mère et de l'étranger. Un jour, celui-ci, dans un état d'ivresse, me serra dans ses bras d'une manière qui ne laissait plus douter de ses infâmes projets. Le désespoir me donna la force d'un homme. Je repoussai l'étranger. Je le renversai et je courus m'enfermer dans ma chambre. La baronne vint me déclarer froidement que l'étranger soutenait sa maison, qu'elle n'avait pas envie de retomber dans son ancienne indigence, qu'ainsi toute pruderie de ma part serait aussi sotte qu'inutile. Il fallait me soumettre aux volontés de cet homme. Autrement, il menaçait de l'abandonner. Sans s'inquiéter de mes pleurs et de mes prières, la baronne, riant aux éclats, se mit à me parler d'un commerce qui m'assurait tant de bonheur et de plaisir avec une impudence, une immoralité qui me révoltèrent.
J'étais perdu. La fuite seule pouvait me sauver. Je me procurai la clé de la porte d'entrée. Je fis un paquet de mes objets les plus nécessaires et, vers minuit, à l'heure où je croyais ma mère endormie d'un profond sommeil, je traversai furtivement son antichambre faiblement éclairée. J'allais sortir, quand tout à coup la porte de la maison s'ouvre avec fracas. La baronne vient tomber à mes pieds dans l'antichambre, vêtue d'une méchante jupe, les bras et les seins nus, ses cheveux gris épars et flottants. L'étranger la poursuivait, criant d'une voix farouche. « Attends, vil Satan! Sorcière infernale! Je vais te préparer ton repas de noces. » Il la traîna par ses cheveux dans la chambre et se mit à la frapper d'un gros bâton qu'il tenait à la main. Éperdu, hors de moi, j'ouvris la fenêtre et je criai au secours. Une patrouille, qui passait en ce moment, entra dans la maison. « Saisissez-le » s'écria la baronne, qui se tordait de rage et de douleur. « Saisissez-le, tenez-le bien. Regardez sur ses épaules nues, c'est... » La baronne avait à peine prononcé son nom que le sergent qui conduisait la patrouille poussa un cri de joie. « Oh, oh, nous te tenons enfin, Hurrian !» Et les soldats l'entraînèrent, malgré sa résistance. Au milieu de ce tumulte, la baronne avait reconnu mes intentions. Elle se contenta de me prendre assez brusquement par le bras, de me pousser dans sa chambre et de fermer la porte sur moi sans dire un mot. Elle sortit le matin et ne revint que le soir. Je restai dans ma prison toute la journée, sans voir ni entendre personne, sans boire ni manger. Souvent, la baronne me regardait avec des yeux étincelants de colère. Elle semblait lutter contre une affreuse résolution. Enfin, elle me dit un soir, après avoir lu une lettre dont le contenu l'avait sans doute rassurée. « Orgueilleuse créature, tu es cause de mon malheur. Mais l'orage est passé. Et puisse le châtiment que le mauvais génie te préparait ne pas frapper ta tête. » À ce jour, elle devint plus douce et plus aimable. Je ne songeais plus à fuir, et j'obtins d'elle plus de liberté. Quelque temps après, un jour que j'étais assise à la fenêtre de ma chambre, un bruit se fit entendre dans la rue. La femme de chambre vint m'annoncer qu'on ramenait en prison le fils du bourreau qui avait été flétri de brigadage et qui s'était échappé dans les transports des prisons de la ville à la maison de réclusion. Un affreux soupçon s'empara de moi. Je me penchai sur la fenêtre, et je ne m'étais pas trompé. C'était l'étranger lui-même, garrotté, traîné sur une charrette et suivi d'une escorte nombreuse. Prêt à m'évanouir, je retombai sur mon fauteuil. Les regards farouches du scélérat tombèrent sur moi, et je le vis lever ses poings fermés contre la fenêtre avec un geste menaçant. La baronne sortait plus fréquemment encore et me laissait toujours seul. La femme de chambre n'était entrée à notre service qu'après la nuit fatale, et ne pouvait savoir que par lui dire que le scélérat avait vécu dans la liaison la plus intime avec la baronne. Elle vint m'apprendre que par la résidence on plaignait beaucoup madame la baronne d'avoir été si cruellement abusée par cet infâme imposteur. Je savais trop bien qu'elle ne méritait pas cette pitié. Et d'ailleurs, quand les soldats avaient saisi le malfaiteur chez elle, quand elle-même leur avait crié de regard la flétrissure sur ses épaules, ils avaient pu se convaincre que la baronne connaissait parfaitement le fils du bourreau. La femme de chambre me rapportait à mots couverts les bruits qui couraient dans la ville. On prétendait que la justice avait fait une enquête sévère et que la baronne elle-même courait le risque d'être arrêtée, d'après les dépositions singulières du fils du bourreau. Malheureuse Aurélie, je pus encore une fois juger de l'imprudence de ma mère qui, après cet affreux événement, osait rester un seul instant dans la résidence. Enfin, pour échapper à des soupçons honteux et trop légitimes, elle se vit forcée de fuir dans une province éloignée. C'est dans ce voyage qu'elle vint ici, et vous savez le reste. Déjà je me sentais heureuse. J'avais banni toute inquiétude. Mais hélas, un jour que je parlais avec des transports de joie, des faveurs de la Prévidence qui nous avaient conduites en ces lieux, ma mère, les yeux rouges de fureur, s'écria d'une voix irritée. « Maudite créature, c'est toi qui fais mon malheur. Mais au milieu de ton bonheur chimérique, la vengeance saura t'atteindre, quand même je mourrai subitement. »
Ces affreuses convulsions que je dois à ta naissance, c'est la perfidie de Satan. » Aurélie n'en put dire davantage et se jeta dans les bras d'Hippolyte. « Dispensez-moi, lui dit-elle, de vous répéter les imprécations de ma mère. Mon cœur se déchire quand je pense à ces horribles menaces, aux affreux malheurs qu'elle me prépare peut-être au milieu des noires puissances de l'enfer. » Le comte Hippolyte consola son épouse du mieux qu'il put, mais lui-même se sentait glacé d'horreur et d'épouvante. Devenu plus calme, il sentit que, malgré la mort de la baronne, le seul souvenir de son horrible dépravation jeté sur sa vie, qu'il avait espérée si brillante, une teinte pâle et lugubre. Au bout de quelque temps, la comtesse avait déjà visiblement changé. À voir la pâleur de son visage et ses yeux éteints, on l'aurait cru malade. Mais son trouble, son inquiétude et son humeur sombre et sauvage faisaient supposer quelque nouveau mal qui la dévorait en secret. Elle fuyait son époux. Tantôt elle s'enfermait dans sa chambre, tantôt elle cherchait dans le parc les endroits les plus déserts. Et quand elle réapparaissait, ses yeux flétris par les larmes et ses traits altérés trahissaient les tourments qu'elle avait soufferts. Après avoir vainement cherché la cause d'une pareille tristesse, s'abandonner à son désespoir et ne fut rassuré que par les conjectures d'un célèbre médecin qui, dans une femme d'un tempérament irritable et mélancolique comme la comtesse Aurélie, prenait ce changement, dont s'alarmait le comte, pour les symptômes d'une grossesse dont il devait se réjouir. Un jour, en dînant avec les deux époux, le même médecin se permit toutes sortes d'allusions à cette grossesse prétendue. La comtesse semblait tout entendre sans rien écouter, mais elle devint tout à coup plus attentive quand le médecin se mit à parler d'envies singulières qui venaient aux femmes enceintes et qu'elles devaient absolument satisfaire, sous peine de ruiner leur santé, ou bien de nuire à leur enfant. Elle accablait le médecin de questions, et celui-ci, praticien consommé, tirait de sa mémoire une foule d'histoires curieuses et divertissantes. Mais, dit-il, on a vu aussi chez les femmes de ces envies monstrueuses qui les ont souvent poussées au crime. Ainsi, par exemple, la femme d'un forgeron avait un appétit si prodigieux de la chair de son mari qu'elle fut obligée de s'en passer l'envie. Un jour que le forgeron venait d'entrer dans un état complet d'ivresse, elle se jeta sur lui, armée d'un grand couteau, et le déchira si cruellement qu'il mourut au bout de quelques heures. Le médecin avait à peine prononcé ces derniers mots que la comtesse tomba sans connaissance dans son fauteuil. Son évanouissement fut suivi d'une attaque de nerfs qu'on eut beaucoup de peine à calmer. Le médecin reconnut son imprudence et se repentit d'avoir raconté de pareilles horreurs en présence d'une femme si faible des nerfs. Cette crise parut pourtant avoir des suites salutaires pour la santé de la comtesse. Mais bientôt la bizarrerie de son humeur, ses yeux brillants d'un feu sombre, sa pâleur toujours croissante, inspirèrent au comte de nouveaux soupçons et de cruelles inquiétudes. Ce qu'on pouvait le moins expliquer dans l'état de la baronne, c'est qu'à tous ses repas, elle ne prenait rien. Elle témoignait un dégoût invincible pour tous les mets, surtout pour la viande, au point d'être souvent forcée de quitter la table. Le médecin s'y perdait. Les supplications, les plus tendres prières de son époux, rien au monde ne pouvait décider la comtesse à se soumettre à la plus légère ordonnance. Les semaines, les mois se passaient sans qu'elle avalât une seule bouchée de pain. Et pourtant, comment vivait-elle? Le médecin déclara qu'il y avait là-dessous quelques mystères qui n'étaient plus du ressort de la médecine. Science infaillible, s'il en fut jamais. Il quitta le château sous un prétexte banal. Mais le comte vit bien que le médecin ne pouvant pas, ou peut-être même n'osant pas s'expliquer l'état de la comtesse, s'éloignait pour n'être pas témoin d'un malheur qu'il ne pourrait empêcher. Qu'on se figure, avec ces tristes réflexions, l'inquiétude et l'embarras du comte Hippolyte. Mais ce n'était pas encore assez. À cette époque, un vieux domestique, profitant d'une heure où le comte se trouvait seul, vint lui découvrir que toutes les nuits la comtesse quittait le château et ne rentrait qu'au matin. Il frémit d'horreur. Il se rappela tout à coup que, depuis quelques jours, il se sentait vers minuit, contre son habitude, une forte envie de dormir. La comtesse, qui, contre l'usage des personnes de distinction, partageait la chambre à coucher de son époux,
lui donnait sans doute quelques breuvages narcotiques pour sortir inaperçu. Les plus horribles soupçons s'élevèrent dans son âme. Il pense à l'affreuse dépravation de la mère qui, maintenant peut-être, va revivre tout entière dans sa fille. Il craint un commerce infâme, un adultère. Il pense au fils du bourreau. La nuit suivante devait lui révéler l'horrible secret et lui expliquer la maladie d'Aurélie. La comtesse avait coutume de lui préparer elle-même son thé tous les soirs et de se retirer après l'avoir servi. Ce soir-là, le comte n'en but pas une seule goutte. Il lut dans son lit, selon son habitude, et minuit avait sonné qu'il ne se sentait encore aucune envie de dormir, comme les nuits précédentes. Néanmoins, il s'enveloppe dans ses draps et feint de dormir d'un profond sommeil. Alors, la comtesse quitte doucement son lit, s'approche de celui du comte, le regarde et sort furtivement de sa chambre. Quelques minutes après, le comte se lève, jette un manteau sur ses épaules et court sur les traces de la comtesse. C'était par un beau clair de lune, et quoiqu'Aurélie eût déjà pris beaucoup d'avance sur lui, il lui fut facile de suivre de l'œil sa longue robe blanche. Elle traversa le parc, se dirige vers le cimetière et disparaît derrière les murailles. Le comte double le pas et arrive à la porte du cimetière, qu'il s'étonne de trouver ouverte. Là, il voit devant lui, au clair de lune, comme autant de spectres épouvantables, de vieilles femmes à demi nues, les cheveux épars, accroupies en demi-cercle. Au milieu d'elles, un cadavre humain qu'elle dévore comme des louves. Aurélie est avec elle. Le comte, saisi de frayeur mortelle, et se croyant poursuivi par tous les monstres de l'enfer, prend la fuite et court sans s'arrêter dans les allées du parc. Au point du jour, il se retrouve, couvert d'une sueur froide, devant la porte du château. Incapable de prendre la moindre résolution, il monte machinalement l'escalier. Il traverse les appartements. Il arrive dans sa chambre à coucher. La comtesse semblait dormir d'un sommeil doux et tranquille. Le comte cherche à se persuader qu'il fut le jouet d'un rêve pénible. Mais son excursion nocturne n'est que trop vraie. Et le manteau d'Aurélie, mouillé par la rosée, dépose contre elle. Alors, il veut croire que ses yeux l'ont abusé. Sans attendre le réveil de la comtesse, il quitte la chambre, s'habille et se jette sur son cheval. La fraîcheur de la matinée, les parfums du printemps, le chant joyeux des oiseaux qui semblent le saluer dissipent les tristes images de la nuit. Il revient au château, calme et consolé. Au moment de dîner, il se met à table avec la comtesse. On sert le bouilli. Aurélie se lève en témoignant un profond dégoût et veut sortir de la chambre. Alors, la scène du cimetière et son affreuse vérité frappent l'esprit d'Hippolyte. Il se lève avec fureur et s'écrie d'une voix terrible. « Infâme avorton de l'enfer! Je conçois ton dégoût pour ces aliments. C'est dans les tombeaux que tu vas chercher ta curée. Vil Satan !» À peine avait-il prononcé ces mots, que la comtesse se jeta en hurlant sur lui et le mordit à la poitrine, comme une hyène furieuse. Le comte la repoussa avec force, la fit tomber à ses pieds et la vit mourir au milieu des convulsions les plus horribles. Il perdit la raison.